Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, je vous propose de réaliser une tarte aux pêches. La fin du mois d'août approche. Nous avons encore des jolis fruits dans nos étals chez les primeurs. Donc, avec des pêches fraîches, on va pouvoir réaliser un dessert très sympa. Pour commencer, nous allons faire donc une pâte sablée aux amandes. Pour cela, il va nous falloir donc du beurre à température ambiante, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, du sucre glace, de la poudre d'amande, du sel, de l'arôme vanille, de l'œuf entier, de la farine et un petit peu de levure chimique. Alors, on va commencer par mettre tous les ingrédients dans la cuve du batteur, dans l'ordre. Donc le beurre, ensuite le sucre glace, c'est important de respecter l'ordre, la poudre d'amande, le sel fin, l'arôme vanille, voilà. Également donc l'œuf entier. Alors l'œuf entier aura été préalablement battu et passé au tamis pour enlever les germes. Également la farine et la levure chimique. Voilà, la levure chimique s'incorpore toujours en même temps que la farine. Donc, on va placer la cuve sur le batteur et on va faire tourner tous les ingrédients tout doucement, à première vitesse, pour éviter les projections, jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène. Donc ça va aller assez vite. On ne mélange pas la pâte avec exagération pour éviter d'avoir une pâte qui se fasse casser à la cuisson et qui aurait un aspect carton. Voilà, dès qu'il n'y a plus de matière poudreuse, donc de matière sèche visible, on arrête le batteur et on va donc détacher tout ce qu'il y a sur la feuille. Et on va faire une boule donc homogène. Que l'on va laisser poser au frais. Alors cette pâte peut être réalisée à l'avance, bien sûr. C'est préférable, il faut qu'elle prenne un petit peu le froid avant de pouvoir l'étaler. Donc je vais la débarrasser sur du papier film, tout simplement. Et on va pouvoir donc la placer au frais. Vous pouvez la faire donc la veille ou plusieurs jours avant, ou la garder au frigo. Si vous la faites vraiment à l'avance, vous pouvez la mettre dans le congélateur. Elle se conservera très bien plusieurs semaines. Gaëtan, je vais te demander de me porter cette pâte dans le frigo, s'il te plaît. Et tu vas me ramener une pâte que j'ai préparée à l'avance, qui a déjà bien pris le froid. Donc pour cette seconde étape, nous allons foncer notre moule, notre cercle à tarte. Donc j'ai pris un cercle à tarte de diamètre 22 cm avec les côtés perforés. Je l'ai placé sur une plaque à pâtisserie et une toile Silpat. Merci. Donc là j'ai une pâte, la même pâte sablée qui a bien reposé. Et on va aller assez vite parce qu'il y a de la chaleur sous les projecteurs, ici dans le labo. Et la pâte, il ne faut pas qu'elle se ramollisse trop non plus. Donc, je commence par fleurer mon plan de travail. En tout chef, on a Eric oui. Qui nous demande pourquoi vous avez mis de la levure chimique dans la pâte. C'est une pâte sablée. Une pâte sablée contient de la levure chimique, contrairement à une pâte sucrée qui, elle, n'en contient pas. Donc, il faut qu'il y ait un petit côté de levage à la cuisson. Donc, c'est la levure chimique qui va le permettre. Donc, j'abaisse ma pâte sablée. Alors, on peut la sortir un petit peu à l'avance du frigo, pour qu'elle reprenne un peu la température, mais pas trop non plus pour pas qu'elle ramollisse trop, pour pouvoir vraiment la baisser sans qu'elle se craquelle dans tous les sens. C'est normal qu'elle ait tendance à se craqueler si elle est trop froide. Donc à chaque fois, je récupère un peu de farine qu'il y a sur le plan de travail et j'abaisse ma pâte
jusqu'à ce que j'obtienne environ 3 mm d'épaisseur. Voilà, on fait bien attention à ce que ça n'accroche pas. On vérifie souvent que vraiment ça ne colle pas au plan de travail. Donc maintenant, je vais pouvoir récupérer mon cercle à tarte et je vais pouvoir foncer. Donc foncer, c'est l'action de faire épouser la pâte à la forme du cercle en faisant bien marquer l'angle droit, comme ici, on peut le voir. Donc avec le doigt, je marque bien. Si la pâte se déchire un petit peu, c'est pas très grave. On reconstitue les morceaux. C'est normal que ça se casse un petit peu. C'est une pâte assez friable. Et là, en l'état, elle est bien froide. Elle sort tout juste du frigo. Voilà. Lorsque les angles sont bien épousés, on va pouvoir retirer tout l'excédent de pâte avec un rouleau à pâtisserie, comme ceci, en le faisant rouler sur les bords du cercle. Donc cette pâte, bien sûr, vous ne la jetez pas, vous la récupérez, vous la remettez en boule, vous l'enveloppez bien et au frigo. Là maintenant, je vais prendre un petit peu de farine, je vais fariner mes doigts et bien marquer l'angle entre le pouce et l'index. Et je fais remonter la pâte un petit peu sur le bord supérieur du cercle. Voilà, cette pâte aux amandes, pâte sablée aux amandes, a la particularité d'avoir une cuisson régulière, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop cloquer, elle va rester bien plane en la cuisant telle quelle, sans noyau de cuisson. Donc je vais prendre un petit couteau pour enlever tout l'excédent de pâte qui dépasse donc du cercle. Et pour retirer cet excédent, on va inciser avec le couteau de l'intérieur vers l'extérieur. On n'hésite pas à faire tourner le plat. Voilà. À ce stade, on va laisser poser notre fond de tarte au frigo. On peut même le placer au congélateur pendant une demi-heure. Et uniquement lorsque la pâte aura bien figé dans le cercle, on pourra procéder à une cuisson. Donc on peut commencer d'ores et déjà à faire préchauffer un four à chaleur tournante à 170 degrés pour la cuisson. Tiens Gaëtan, je vais te donner le fond de tarte. Tu vas pouvoir le mettre dans le frigo et me ramener celui qui est prêt. Dans ce fond de tarte, on va le cuire à blanc, c'est-à-dire on va faire une pré-cuisson, de façon à être sûr d'avoir le fond de pâte qui soit bien cuit et d'avoir une tarte donc, qui soit agréable à déguster. Donc là, j'ai un fond de pâte que j'ai préparé à l'avance, qui est bien froid. Bon, il était au frigo, non pas au congélateur, mais j'aurais pu le mettre au congélateur. Et là, je vais pouvoir l'enfourner dans un four à 170 degrés, comme je vous le disais, qui est bien sûr préchauffé à l'avance à chaleur tournante. Voilà, je l'ai réglé sur 15 minutes environ. Alors selon les fours, la durée de cuisson peut changer. Ça peut être entre 12 et 15 minutes, ou alors entre 15 et 17 minutes. Donc moi j'ai mis sur 15. Surveillez à la maison, il peut y avoir un petit décalage. On va continuer avec les pêches. Donc ici j'ai pris des pêches jaunes qui sont bien mûres, même un petit peu au-dessus comment dire, enfin, des pêches bien mûres, hein, peut-être un petit peu touchées sur les angles, c'est pas très grave. Il faut surtout qu'elles soient mûres et non pas vertes. Vous voyez, je peux retirer les noyaux très facilement. C'est important parce que la cuisson va être légère sur les pêches pour ne pas qu'elles soient mises en bouillie. Et je veux surtout conserver les moitiés de pêche entières.
Donc, je les coupe en deux en suivant bien sûr le sillon de la pêche. Je tourne comme ceci, si elles sont bien mûres, ça se détache tout seul. J'enlève le noyau et je les positionne donc délicatement sur la plaque à pâtisserie qui, elle, sera recouverte d'un papier sulfurisé. Donc une fois ces oreillons d'abricot obtenus, je vais les saupoudrer très légèrement de cassonade. La cassonade, j'en ai ici 50 grammes et on fait environ 6 pêches pour une tarte. Là j'ai 5 pêches et demie, mais c'est pas très grave, j'en ai des prêtes pour tout à l'heure, pour le dressage. Et je saupoudre donc mes oreillons de pêche avec la cassonade. Et on va les faire cuire environ 40 minutes dans un four à 180 degrés. Donc bien sûr, moi j'ai plusieurs fours, je peux faire des choses en même temps. À la maison, vous pouvez faire votre fond de pâte pré-cuit, le laisser de côté, cuire vos pêches tranquillement pendant 40 minutes et après vous continuez votre recette et vous avez ainsi le temps de réaliser tranquillement la tarte. Moi je suis tenu par l'horloge qui, bien sûr on ne va pas faire un live qui dure 3 heures, donc je suis suréquipé on va dire et ça me permet de faire des cuissons simultanées. Voilà, j'ai saupoudré de sucre légèrement et là je l'enfourne à 180 degrés et on va les laisser 40 minutes. Alors chef, on a une question de Nacera qui nous demande comment faire pour que les pâtes ne rétrécissent pas à la cuisson quand c'est une cuisson à blanc. Alors c'est justement ce que j'ai fait, j'ai laissé poser ma pâte dans le cercle, j'ai foncé mon cercle et avant d'enfourner, je le laisse bien poser au frais ou alors on peut carrément le congeler. Et ensuite, on introduit notre fond de pâte dans le four chaud et là, la pâte ne va pas bouger. Après, il y a des recettes de pâtes qui réagissent mieux que d'autres. Donc la recette que je vous donne ce soir, qui est une pâte sablée aux amandes, sera très adaptée à ceci. Il y a également sur le site une pâte sablée aux noisettes qui fonctionne très bien, qui est à peu près la même recette, sauf qu'on change la poudre d'amande par la poudre de noisette et qui donne de très très bons résultats. Voilà, c'est important de bien respecter les temps de pause et de ne pas faire tout en direct parce que sinon on est sûr que la pâte va rétrécir, elle va cloquer et ça ne va pas aller du tout. Donc pour ce qui est des ingrédients, vous allez les retrouver dès ce soir sur le site. Vous taperez tarte aux pêches jaune, la recette est déjà visible et vous aurez tous les ingrédients de toutes les recettes. À savoir pour la pâte sablée, je peux vous les donner de suite, c'est 120 g de beurre pommade, 80 g de sucre glace, 50 g d'œufs entiers, 30 g de poudre d'amande, 210 g de farine, une grosse pincée de sel, 2 g de vanille liquide, dont c'est l'extrait de vanille, et 2 g de levure chimique, appelée également baking powder, qui est la poudre à lever, c'est le terme en anglais. Voilà, donc mes pêches sont en train de cuire tranquillement pour 40 minutes. Mon fond de pâte est en train de cuire également à blanc sur le côté. Je vais vous montrer le résultat des pêches une fois cuites. Donc nous obtenons ce résultat-là. Nous avons nos oreillons donc, de pêche qui sont cuits, ils se tiennent bien, on peut le voir, hein, je peux les prendre avec les doigts. Et ils sont un petit peu caramélisés avec le sucre qu'on a mis dessus. Donc lorsqu'ils sont cuits à ce stade, on les laisse bien reposer sur le côté pour laisser refroidir, parce qu'il faudra les mettre sur la tarte une fois que ces oreillons seront bien froids. Voilà. Seconde étape, nous allons faire la crème de noisette. Alors, on connaît tous la crème d'amande qu'on peut mettre dans une tarte aux poires bourdaloue, par exemple, qui est une préparation qu'on met en même temps que les poires. Là, on va faire une crème à la noisette, donc qui est le même principe que la crème d'amande, sauf qu'on va remplacer l'amande par la noisette, tout simplement. Pour cela, il nous faut du beurre, du sucre en poudre, de la poudre de noisette, un petit peu de farine, un œuf entier et un petit peu de crème fleurette. Alors on va commencer par crémer le beurre et le sucre. Donc crémer, c'est-à-dire rendre les deux produits, les mélanger de façon à obtenir une crème, tout simplement. Et ceci, je vais le mélanger. Qu'est-ce que j'ai vu là? Il y a un petit morceau de papier aluminium, voilà, hop. Et ceci, je vais le mélanger avec le fouet.
Tiens, Gaëtan, tu vas me passer un fouet, s'il te plaît, de batteur. Merci. Hop, un peu de papier encore. Voilà. Donc, voilà, je vais mélanger ces deux ingrédients. Je vais accélérer un petit peu de façon à ce que le beurre se détache des branches du fouet. Et dès que je ne vois plus de beurre, enfin, dès que je ne vois plus le sucre plutôt, et que j'obtiens une crème, une préparation qui ressemble à une crème, donc qui est bien lisse, je vais pouvoir y ajouter ma poudre d'amande. Que j'ai renversé. Hop. Voilà, petit accident, ça arrive. Donc là, je rajoute ma poudre de noisette. Je vais rajouter la farine. Là, je vais commencer à ralentir mon batteur, il ne faut pas trop mélanger, ne pas incorporer trop d'air. Je vais y casser mon œuf entier. Et en dernier, lorsque le mélange sera bien homogène, je vais y rajouter ma crème fleurette. Pour les proportions, nous avons 50 g de beurre pommade, 50 g de sucre en poudre, 50 g de noisettes en poudre, 10 g de farine, 20 g de crème fleurette et un œuf entier. Donc à ce stade, je vais corner les parois de mon récipient de façon à bien tout ramasser, à obtenir quelque chose de bien lisse, bien homogène. Alors, je ne mélange pas trop vite, on n'incorpore pas d'air, c'est pour éviter que la crème de noisette souffle à la cuisson en fait et qu'elle gonfle. Voilà, et là je vais rajouter donc la crème fleurette. Donc il y en a 20 grammes. Voilà, comme ceci. Et je vais finir de mélanger tranquillement tous mes ingrédients. Voilà, je vais finir au fouet à main. Et on a ainsi quelque chose qui est lisse. La quantité est petite parce qu'on a juste la quantité pour une tarte, mais c'est largement suffisant. Donc je vais prendre un petit fouet à main. Je vais juste tout ramasser, terminer le mélange. Alors, nous avons Ariana qui nous demande Oui. pourquoi mettre de la crème fleurette dans la crème de noisette. C'est pour donner une crème un peu plus légère, un peu plus moelleuse. Ça apporte du moelleux. Donc là, je prends une poche à douille. Inutile d'y mettre une douille au bout. C'est juste pour faire un travail propre. Et je le mets sur mon support, donc support à poche qui me permet d'avoir les deux mains libres et de travailler aisément. Et je vais verser directement ma crème d'amande, ma crème noisette, pardon, dans ma poche à douille. Et ensuite, on a Sébastien qui nous demande pourquoi vous n'utilisez pas une feuille pour mélanger. Parce que là, je veux un mélange bien homogène. Je ne suis pas en train de faire une pâte, là, je suis en train de faire une crème. Donc, le fouet va mieux mélanger qu'une feuille. Je veux vraiment quelque chose d'homogène, de lisse. La feuille aurait été utilisée, comme je l'ai fait pour la pâte sablée, plutôt pour faire une pâte sablée, pâte sucrée, voilà. Donc là, j'ai ma crème d'amande qui est prête. Elle est dans ma poche à douille et je peux la laisser en attente. Il reste 5 minutes de cuisson pour le fond de pâte à peu près. Je regarde dans quel état il est. C'est très bien. On reviendra dessus tout à l'heure. Étape suivante, nous allons faire donc la marmelade de pêche. Alors pour la marmelade de pêche, il y a deux solutions. Soit on prend de la purée de pêche achetée toute faite. On en propose bien sûr sur le site. Soit on peut le faire avec de la pêche fraîche. C'est ce que j'ai fait ce soir.
Donc en fait, j'ai pris mes oreillons de pêche. J'avais un peu plus de pêche qu'il ne fallait. Et je l'ai tout simplement, j'ai pelé les pêches, elles étaient bien mûres, donc la peau s'enlève toute seule. Et je les ai mixées. À ça, je vais rajouter du sucre et de la pectine NH nappage, donc qui est le gélifiant. Donc les pêches, je les ai tout simplement pelées, coupées en morceaux et mixées dans un petit mixeur, de façon à obtenir une purée vraiment bien lisse, bien fine. En fait, c'est un bon moyen parce qu'il n'y a pas de rajout de sucre. Donc on va pouvoir vraiment doser la quantité de sucre et avoir un confit qui ne sera pas trop sucré. Bien sûr, on va en rajouter parce qu'on est obligé, sinon on sera plus sur un confit. Mais sachez que les purées que vous achetez dans le commerce, chez nous, que ce soit de Capfruit ou Ravifruit, ce sont des purées qui sont sucrées à hauteur de 10%. Voilà, c'est bon à savoir. Ce n'est pas que le fruit pur. Donc je vais commencer à faire chauffer ma purée avec environ 85%, 90% du sucre, que celui-ci commence à bien se dissoudre. Voilà, et avec le restant de sucre, je vais le rajouter sur ma pectine NH nappage. Donc c'est une pectine qu'on trouve sur le site qui sert à faire des confits de fruits, par exemple, vendue chez Louis-François principalement, qui est la marque référente. Et là, je mélange bien, de façon à avoir ce mélange de sucre et de pectine. Alors peu importe la quantité de sucre, il faut juste qu'il y ait un mélange des deux ingrédients. Parce que si on rajoutait la pectine directement dans la purée de pêche, eh bien, on aurait des grumeaux. Le fait de rajouter, mélanger à du sucre, ça va bien la disperser et bien la mélanger. Donc là, notre purée commence à chauffer. On commence à voir quelques petites fumées qui se dégagent, et un peu d'ébullition. Donc à ce moment-là, on va rajouter notre mélange sucre et pectine en pluie. Et on va mélanger également au fouet, de façon à ce que l'incorporation se fasse de suite. Et là, je vais aller jusqu'à l'ébullition et maintenir cette ébullition pendant 1 à 2 minutes. Là, je suis en train d'activer en fait les propriétés de la pectine, donc le côté gélifiant. Voilà, on baisse un petit peu si ça bout trop fort pour ne pas que ça accroche. Et là, je maintiens dans ma cuisson pendant 1 à 2 minutes. Alors, si vous la faites 1 minute, vous aurez un confit qui sera souple. Si vous la cuisez pendant 2 minutes, vous aurez un confit qui sera un peu plus ferme. Voilà, j'hésite pas à laisser bouillir. Je remue quand même sans arrêt pour éviter que ça n'accroche au fond de la casserole. On respecte bien le temps de cuisson, qui est une bonne prise. Voilà, mon fond de pâte est cuit à blanc, le four sonne. On va pouvoir retirer la casserole du feu et on va laisser refroidir tranquillement notre confit dans la casserole. On pourrait le débarrasser bien sûr. On pourrait le débarrasser dans un récipient et le couvrir au contact avec un papier film. Ça, c'est si vous le faites vraiment longtemps à l'avance pour que le protéger et qu'il soit bien protégé, qu'il se gélifie bien. Donc là, ce n'est pas celui-ci que je vais utiliser ce soir. J'en ai préparé un à l'avance qui est dans le frigo. Mais je pourrais l'utiliser parce que, bon là il est encore un petit peu chaud. Il faudrait l'utiliser à froid. Donc je vais sortir mon fond de pâte. Donc cuit à blanc. On va se rendre compte que le fond n'a pas bougé. La pâte a juste très légèrement rétréci.
On peut voir tout autour qu'il y a un petit millimètre de vide, ce qui me permettra de retirer le cercle, vous voyez, très facilement un peu plus tard. Pour l'instant, je vais le remettre. C'est quand même un renfort. Et là, je vais y mettre ma crème de noisette. Donc le fond est chaud, on peut mettre la crème de noisette sur la pâte chaude, ça n'est pas gênant. Et je vais venir donc l'étaler au centre en spirale. Et là, je mets la totalité de la crème. Voilà. Je vais venir l'étaler régulièrement. Donc c'est chaud, attention. Sur toute la surface. Et je vais renfourner pendant environ 15 minutes. Juste que la crème cuise, mais qu'elle ne soit pas trop cuite non plus, qu'elle reste moelleuse et qu'elle est fondante en bouche. Donc elle va, en chauffant, elle va se lisser toute seule, vu qu'il y a beaucoup de beurre dedans, et elle va cuire tranquillement. Donc j'enfourne à nouveau. Toujours à 170 degrés dans le four à chaleur tournante. Voilà. Donc, nos oreillons d'abricot de pêche sont en train de cuire. Notre fond de pâte est cuit à blanc. J'en avais un ici qui était prêt. On peut vous le voir à nouveau. Vous voyez, c'est cuit de tous les côtés. Et les 15 minutes qui vont suivre avec la crème d'amande ne va faire que terminer la cuisson de la pâte et cuire légèrement la crème de noisette. Donc, une fois que notre fond de pâte sera cuit, nous allons sortir du four ce résultat-là. Donc, nous avons le fond qui est bien cuit. Nous avons notre crème de noisette qui est cuite également. Il ne faut pas que les doigts s'enfoncent, bien sûr. Là, c'est froid. Et j'ai pu retirer mon cercle. Donc, qui a fait également un petit dessin, vu qu'il était perforé. Ça fait un petit dessin sur le pourtour. Voilà. Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, le confit de pêche qui est dans le frigo. Donc, c'est un confit de pêche que j'ai réalisé ce matin, de la même façon que celui que j'ai fait juste avant. Et on va juste le verser sur le fond de tarte. Merci. Alors, celui-ci, vous voyez, je l'avais versé dans un bac et je l'avais recouvert d'un papier film. Alors, celui-ci est relativement souple. C'est volontaire pour ne pas avoir quelque chose de trop gélifié. Si vous regardez bien sur le fond de tarte, j'ai un petit vide qui va permettre de contenir ce confit de pêche et également qui va me permettre de garder les oreillons de pêche lorsque je vais les disposer. Bon, c'est un petit rebord. Je ne sais pas si on peut bien le voir ici, là, partout, sur tout le tour. Il ne faut pas que la crème de noisette arrive à fleur. Donc je vais verser mon confit de pêche sur le fond de pâte, sur la crème à la noisette, et avec une petite spatule, je vais venir étaler sur toute la surface. Donc ce confit de pêche, donc ici c'est des pêches jaunes, vous pouvez le faire à la maison avec des pêches blanches, avec des pêches de vigne, c'est vraiment selon comme vous voulez, selon vos goûts. On a une question de Eric qui Oui. nous demande si c'est vraiment inutile pour toutes les tartes de beurrer le cercle et de piquer le fond de tarte. Eh bien, ici, j'ai ni beurré ni piqué. Donc non, ça dépend de la pâte que vous utilisez. Il y a des pâtes qui réagissent beaucoup mieux à la cuisson que d'autres. Donc pour cette recette-là, je n'ai ni piqué ni beurré mon cercle. Le cercle, je l'ai laissé brut, c'est-à-dire sans graissage. Et à la cuisson, il y a toujours un petit rétrécissement de la pâte. Je l'ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de vous le remontrer là. Oui, je peux. Donc je termine ça. Voilà. J'étale bien mon confit qui est donc tenu par les bords, vu qu'ils sont un peu plus hauts. Donc, je vais revenir à l'étape précédente.
avant que l'on mette même la crème de noisette. Vous voyez, le fond de pâte était bien à la taille du cercle, qui fait 22 cm, mais après cuisson, on a quand même un vide. Un vide, si je colle le cercle à la pâte sur un côté, on voit bien qu'il y a bien 1 cm de vide qui s'est formé. Donc on peut dire qu'il y a environ un demi-centimètre sur tout le pourtour du fond de pâte. Et il n'y a eu aucun graissage, et la pâte n'a pas été piquée non plus. Alors si vraiment on n'y arrive pas, vous pouvez bien sûr piquer la pâte. Et si encore ça ne va pas, vous pouvez y mettre un noyau de cuisson. C'est-à-dire vous mettez un papier sulfurisé et vous y mettez des noyaux de cuisson. Ça peut être des noyaux de cerise, ça peut être des noyaux de cuisson en aluminium, des noyaux de cuisson en céramique qu'on vend sur le site. Également des haricots blancs secs. Voilà. Et ainsi vous le cuisez comme ça. Et à mi-cuisson, donc vous les retirez et vous continuez la recette telle que je vous la montre. Je vous recommande cette recette de pâte sablée aux amandes et également la recette de pâte sablée à la noisette qui est sur le site, qui fonctionne très très bien, qui peut servir à faire des sablés tout simplement pour manger avec le café ou comme ça pour le goûter, pour faire des biscuits secs. Et c'est une pâte qui vraiment supporte bien la cuisson, qui ne bouge pas, mais il faut à chaque fois bien respecter les temps de cuisson, les temps de pause, pardon, c'est-à-dire on fait la pâte, on la laisse reposer, on la baisse, on fonce le cercle, on laisse reposer ou on passe en congélation et ensuite seulement on met à cuire. Si on fait tout d'affilée, ça ne marchera pas et vous aurez des mauvaises surprises. Voilà, donc mes oreillons de pêche que j'ai fait à l'avance qui sont cuits et froids, j'ai les mêmes derrière que j'ai fait devant vous qui sont en train de cuire. Il y a encore 20 minutes de cuisson, donc c'était utile de les faire à l'avance. Et là, je vais pouvoir donc les disposer délicatement sur ma tarte. Donc, je vais récupérer une petite palette et je vais donc les prendre et les disposer comme ceci, bien délicatement, en les faisant se chevaucher légèrement. Voilà, donc vous voyez, ça fait un apport de fruits quand même assez important, parce qu'il y a une grosse épaisseur, et dans chaque part, on aura vraiment de la pêche, donc on aura le bon goût de la pêche rôtie, et la personne qui va manger sa part de tarte ne va pas du tout se sentir lésée, parce que c'est une tarte aux pêches qui a le bon goût de la pêche, et de la pêche vraiment fraîche de saison. Évitez de faire cette tarte avec de la pêche au sirop, vous pouvez le faire, hein, mais vous allez perdre en qualité. Donc vous voyez, là, on a 6 pêches, donc on a 12 oreillons. Et ça nous permet vraiment de remplir notre fond de pâte. Ici, je suis sur une tarte en diamètre 22 cm. On peut faire comme ceci, voilà. Vous prenez des pêches de taille normale, pas trop grosses, attention. J'en ai vu sur les étals qui étaient énormes en ce moment. Attention à ne pas partir trop gros, sinon ça va être disproportionné. Pour finir, on est presque à la fin, on va prendre un chalumeau et je vais donc faire caraméliser un petit peu les bordures des oreillons. Donc attention à ne pas les brûler, on veut juste obtenir une légère caramélisation. Donc on passe rapidement sur chaque oreillon, surtout sur les bordures, de façon à apporter ce petit côté caramélisé et doré. Donc vu qu'elles sont couvertes de sucre, la caramélisation va se faire assez rapidement. Alors, on fait ça, c'est subtil, hein, il ne faut pas le faire trop prononcé, sinon on aurait des bords noirs et on aurait un goût de brûlé, qui ne serait pas très agréable. Voilà, on le fait sur chaque oreillon, sur la partie externe. On prend le temps. On ne reste pas trop longtemps au même endroit pour ne pas que ça brûle. Voilà, ça amène une petite finition qui est sympa.
va dire que ça finit la tarte. Si on laissait vraiment caraméliser les pêches dans le four, ben on risquerait d'avoir des pêches trop cuites qui vont s'écraser et qui n'auront pas la tenue recherchée. Voilà. On a aussi Sébastien qui nous demande s'il peut faire pareil avec de la mirabelle, puisqu'il en a apparemment beaucoup. Il pourrait faire, sauf que la mirabelle est plus petite, donc il y aura beaucoup plus de rayons de mirabelle. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Attention à la cuisson, la mirabelle risque de s'écraser peut-être un peu plus que la pêche. Donc à surveiller de près, mais oui, pourquoi pas. Le principe peut être reproduit. Voilà, ici j'ai grappé quelques baies de groseille que je vais venir positionner dans chacun des oreillons de pêche pour apporter un petit peu de couleur. Voilà, comme ceci. Et je vais finir avec de la menthe fraîche. Donc là, on va apporter un petit peu de verdure. Donc c'est important. Il n'y en a pas du tout sur cette tarte. Ça peut être sympathique. Un petit peu de vert. Voilà, je repositionne un peu les oreillons. Voilà. Voilà, on est encore en été, on a encore des beaux fruits sur les étals. Profitez-en. C'est le moment de faire des jolis desserts, de se régaler. Et encore un dernier. Alors, on choisit bien sûr des feuilles de menthe similaires, hein, que tout soit proportionné, comme ceci. Voilà. Voilà ma tarte aux pêches que vous retrouverez sur le site sous l'appellation tarte aux pêches jaunes, qui est d'ores et déjà visible. Et vous avez bien sûr tous les ingrédients qui vous seront cités. On se retrouve mercredi prochain, le 29 août, pour un nouveau live. Ça sera une tarte aux pommes qui sera revisitée à ma façon. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à mercredi prochain.